Aloha, bienvenue pour votre journal junior. Aloha, vous connaissez certainement ce mot, c'est ainsi qu'on se dit bonjour en hawaïen. Hawaï, ça nous fait rêver. Soleil, plage à perte de vue, cocotiers, l'archipel se compose de près de 140 îles perdues au beau milieu de l'océan Pacifique. Ces îles sont d'origine volcanique. En ce moment, l'un de ces volcans, le Kilauea, crache du feu et des cendres. Une situation très difficile pour les habitants. Regardez. Vol au-dessus du Kilauea, un volcan sur l'île principale de Hawaï. Depuis plusieurs jours, il crache de la cendre brûlante. Sur les versants du cratère, des fissures sont apparues et de ces fissures jaillit de la lave qui coule en direction de la vallée. Ce flot incandescent, sa température est d'environ 1000 degrés, emporte tout sur son passage. Particulièrement exposée, la localité de Leilani Estates sur le versant est du volcan. Maisons, rues, la lave détruit tout. Certaines familles ont dû quitter leur maison pour trouver refuge dans la localité voisine. Hébergement, vêtements, repas, ici c'est la débrouille, les habitants doivent tout organiser tout seuls. L'armée et la police ont bouclé la zone dangereuse, mais certains habitants, dont les maisons ont jusqu'ici été épargnées, ont tout de même été autorisés à refaire un saut chez eux. Il arrive que le volcan fasse des pauses. Les résidents peuvent alors rapidement rentrer chez eux pour récupérer quelques affaires. Oh mon sweetie, te voilà. Ces femmes ont retrouvé leur chat qu'elles avaient dû laisser dans leur fuite. Mais cette fois, Sweetie fait partie du voyage. Où aller ? Comme les 1700 autres habitants de Leilani Estates, ces sinistrés n'en ont aucune idée. Ils ne savent pas non plus s'ils vont pouvoir retourner un jour dans leur maison. Tout dépendra de l'activité du volcan. En attendant, les gens de Hawaï n'ont qu'une chose à faire, patienter et observer le volcan. Peut-être va-t-il quand même finir par se calmer. Ça fait maintenant 1 an qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Il avait alors de grands projets de réforme pour son quinquennat. Les dépenses publiques, l'économie, le logement, mais aussi l'éducation et les jeunes, un sujet qui vous touche directement. Les classes de CP à 12 élèves, l'école maternelle obligatoire à partir de 3 ans, un service national universel pour les adolescents. Qu'en est-il ? L'état des réformes, c'est maintenant. La fête à Macron, c'était il y a 1 an, du jamais vu. Un petit jeune de 39 ans devenait président de la République française. Cet ancien ministre du président socialiste François Hollande se disait de droite et de gauche. Pourtant, au bout d'1 an de pouvoir et de réforme, la moitié des Français est plutôt satisfaite alors que l'autre ne veut déjà plus de ce président. En tête de cortège de la contestation, les militants du parti La France Insoumise, qui trouvent que Macron est le président des riches et qu'il ne fait pas assez pour les pauvres. Ici, c'est une mobilisation populaire, festive, joyeuse, colorée, comme vous pouvez le voir, sous le soleil de Paris en plus, qui signifie 1 an, ça suffit, il faut faire autre chose autrement, car vous menez la France dans le mur. Le président Emmanuel Macron, lui, pense que ces réformes sont bonnes pour le pays, notamment sur l'éducation. Depuis la dernière rentrée, il y a seulement 12 enfants par classe au CP dans les écoles de quartier en difficulté. Le but, aider les enfants défavorisés à mieux réussir à l'école. Avoir un effectif réduit, ça permet quand même un accompagnement bien plus personnalisé. Et à ce moment de l'éducation, pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, c'est assez important. La grande majorité des enfants y allait déjà. Mais pour renforcer la scolarité des tout-petits, le président Macron a rendu l'école maternelle obligatoire à 3 ans dès la rentrée prochaine. À noter aussi qu'un service national universel d'1 mois obligatoire dès 16 ans dans des structures civiles ou militaires va être mis en place. En revanche, la réforme d'accès à l'université est contestée. Beaucoup d'étudiants occupent leur faculté. Ils estiment que la nouvelle loi instaure la sélection à l'entrée des universités. Bref, tout le monde n'a pas la même notion de la fête à Macron. On s'occupe maintenant de répondre à votre courrier. Charlotte nous a envoyé un mail parce qu'elle aimerait en savoir plus sur les légendes et plus précisément sur leur origine. Pour aborder cette question, il faut d'abord qu'on décrypte ce qu'est, au juste, une légende. On voit ça ensemble. Des histoires de dragons, de bonnes fées, de méchantes sorcières ou d'animaux qui parlent, c'est peut-être ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot légende. Sachez cependant qu'au sens strict, il ne s'agit pas de légende mais de conte, car il y a une différence entre les deux. Un conte est une histoire qui a été transmise oralement de génération en génération et qui un beau jour a été retranscrite. Son contenu relève en général de la fiction, il a donc été inventé. Les légendes, en revanche, ont toujours une part de vérité.
Le personnage principal a souvent réellement existé et elles ont été retranscrites dès leur apparition. Les légendes parlent le plus souvent de la vie et de l'œuvre d'un saint chrétien, comme par exemple l'histoire de Saint Martin, qui a déchiré son manteau pour en offrir la moitié à un mendiant qui tremblait de froid. Ces histoires qui ont vu le jour à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge ont été racontées dans les cloîtres et les églises pour renforcer la foi des fidèles. Le comportement généreux des saints mis en avant dans les légendes devait aussi leur servir d'exemple au quotidien. Les légendes sont donc surtout des histoires de saints, mais dans le langage courant, on a tendance à qualifier de nombreuses choses de légendaires. Par exemple, un exploit sportif ou encore l'héroïsme d'une personne. Sur ce, on se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de notre journal. Pestan, salut!